très nombreux. Celui qui m'interpelle le plus, c'est ce double enjeu de la croissance démographique et de la crise environnementale sur le continent africain. Ce n'est pas qu'un sujet africain. Justement, en raison de cette croissance démographique, nous cheminons vers une fin de siècle où le continent africain représentera à peu près 40% de l'humanité. Et ce qui interpelle, ce n'est pas seulement le cheminement vers cette population, c'est aussi la coexistence avec les transformations environnementales, la crise climatique, la perte de biodiversité, mais aussi tout ce qui va accompagner une croissance considérable de l'activité humaine et donc de la croissance économique avec les problèmes de pollution, de déchets qui accompagneront donc la densification démographique et l'urbanisation. C'est quelque chose d'unique dans l'histoire de l'humanité. Quand nos enfants et petits-enfants se retourneront au début du XXIe siècle sur ce XXIe siècle, ils auront assisté à un phénomène vraiment unique sur ce continent, et de ce fait, le continent, d'une situation au début du XXe siècle, où il était encore un continent pauvre, rural et vide, et finalement marginal, sera passé à une situation où il sera divers économiquement, mais en partie riche, en partie très pauvre, très dense, massif dans la population mondiale et très urbanisé. C'est quelque chose qui va secouer la planète entière. Et du coup, à la fois pour les Africains, trouver les bons cheminements sociétaux, de politique publique pour gérer cette transition, et pour le monde, arriver à accompagner et accueillir cet événement est quelque chose de fondamental, qui va secouer les politiques macroéconomiques, les politiques environnementales, les politiques migratoires, puisque tout ceci se passera dans un monde qui, parallèlement, aura beaucoup bougé, en particulier sur le plan démographique, où au contraire, l'essentiel de la planète sera rentré dans une phase de décroissance. Non, ce phénomène est à la fois bien connu, en particulier de beaucoup des acteurs publics africains et internationaux, mais au fond, d'une certaine manière, sa transposition en prise de conscience des conséquences qu'il implique et du caractère essentiel de ce que nous aurons à vivre, et du coup, du fait que cet agenda-là doit figurer au premier plan de notre liste des préoccupations de politique publique, donc cette conscience-là est finalement assez modeste. Elle n'est certainement pas partagée sociétalement, et elle occupe finalement un espace assez restreint dans les préoccupations des dirigeants. Il y a de nombreuses explications à cette question, de nombreuses réponses. Une des manières de répondre à cette question est de situer le continent africain dans le contexte géopolitique planétaire. Jusque à la chute du mur de Berlin, ce qui au fond prédomine dans les préoccupations occidentales, mais aussi soviétiques de l'époque, c'est la place du continent en tant que terrain d'affrontement de la guerre froide. Et chaque camp essaie d'acheter des régimes, de consolider des positions stratégiques, ce qui n'est pas forcément incompatible avec le fait de vouloir de la croissance économique, de l'amélioration des populations, mais l'enjeu stratégique est prédominant par rapport au développement et à l'amélioration des bien-être des populations, et il en découle de nombreuses conséquences dans la manière dont les politiques publiques sont conçues et mises en place. À la chute du mur de Berlin, on assiste bien entendu à un complet renversement des politiques. Et nous connaissons une fin de siècle où le regard vers le continent africain se purifie de considérations géopolitiques, mais en pratique, il diminue aussi considérablement dans l'intérêt que lui portent les gouvernements. Et donc, d'ailleurs, pendant toute cette période, l'aide publique au développement chute de manière très importante. Or, cette période,
celle des années 80 et 90, donc à cheval sur la fin de la guerre froide et le début de la globalisation heureuse, cette période est celle de l'ajustement structurel en Afrique. Donc l'aide au développement est entièrement concentrée autour de comment refinancer la dette, comment gérer la crise macroéconomique du continent. Les préoccupations de croissance sont finalement marginales. Ce n'est pas ça qui empreint les acteurs. Au début du XXIe siècle, on commence à voir s'ouvrir une nouvelle phase. Elle est caractérisée par deux choses principalement. La première, c'est l'émergence de la préoccupation des biens publics globaux. C'est le début de la prise de conscience climatique. C'est l'époque où l'AFD commence à articuler cet objectif d'ailleurs comme étant une fonction fondamentale de son essor. Donc oui, tout début des années 2000. Et la deuxième dimension de cette période, c'est une reprise d'intérêt liée aux problématiques migratoires, puis de sécurité, elle-même articulée à la problématique sahélienne. Et on embarque à nouveau une gamme de préoccupations, donc, qui, elle non plus, n'est pas très articulée autour du souci de l'appui à la croissance économique et au développement du continent. Et c'est justifié d'ailleurs par le fait que ce début des années 2000 est le démarrage d'une phase de croissance économique importante sur le continent africain qui s'accompagne du sentiment que l'Afrique est à nouveau bien partie, ou mieux partie, qu'il va suffire de l'accompagner en mettant en place des grandes infrastructures dont l'accroissement est permis par le désendettement. Et enfin, nous sommes en quelque sorte revenus à un agenda de secteur productif très classique. Voilà. Cette vision, elle va s'éroder à la fin de la deuxième décennie du siècle. Là aussi, pour des raisons finalement assez bien connues, assez bien repérées, les grandes crises économiques internationales, celle de 2007-2008, qui frappent beaucoup le continent africain, le Covid, la conflictualité dans le Sahel et dans la Corne de l'Afrique. Aujourd'hui, un bon tiers du continent africain est une zone de conflit, pas interétatique, mais intra-étatique, ou confronté à des problèmes de sécurité massifs. Et du coup, là aussi, commencent à s'opérer des reformulations de cette politique de développement. Et comme on voit dans toutes ces périodes, la préoccupation de la croissance économique, de l'amélioration du sort des populations, etc., n'est pas antinomique avec ces grands objectifs, n'est pas contradictoire, mais elle n'est pas en fait, en pratique, le point d'entrée réel et réellement recherché par les acteurs extérieurs lorsqu'ils interfèrent avec le continent africain. En fait, et c'est normal et il n'y a sans doute pas de manière d'y échapper, les acteurs extérieurs recherchent leurs intérêts dans cette relation avec le continent et ces intérêts ne sont pas forcément là où les Africains eux-mêmes les voient. Oui, alors pas forcément contradictoire, mais c'est sans doute en tout cas un mauvais nom. Et ça fait maintenant un certain temps que on cherche des alternatives à ce nom. D'autant que la situation, elle est effectivement compliquée aujourd'hui par le fait qu'il y a de nombreuses rationalités à l'aide. Et du coup, théoriquement, il devrait y avoir de nombreuses manières de gérer l'aide. Prenons par exemple le cas du changement climatique. Dans l'agenda changement climatique, il y a un sous-agenda, celui de l'adaptation, qui est en fait étroitement lié à la position de victime dans laquelle se trouve le continent africain du changement climatique dont il n'est pas responsable. On pourrait, en forçant mais à peine le trait, considérer que l'appui que l'Afrique recherche et obtient en partie à l'adaptation sur le terrain d'adaptation, n'est pas du ressort de l'aide au développement, mais du ressort de la compensation. Or, une compensation, elle ne peut pas exiger des conditionnalités. En revanche, si on regarde le cas, par exemple, des aides liées à la migration,
Ce qui n'est pas un objectif officieux, puisque c'est par exemple toujours le cas des sommes très considérables qui ont été débloquées par l'Union européenne dans le cadre du sommet de Malte, qui ont donné lieu à la création du FFU, qui est devenu, à côté du Fed, un objet de financement important pendant plusieurs années du continent africain. Cette aide-là est effectivement assortie à un objectif de contrepartie immédiate, qui est la migration. Donc on pourrait s'attendre à ce qu'il y ait une négociation politique avec une contrepartie à un apport financier. Lorsque nous sommes en revanche dans la lutte contre le terrorisme ou dans l'appui aux pays sahéliens, où une aide au développement accompagne un effort de stabilisation politique et militaire dont tout le monde sait combien il est compliqué et n'est pas atteint sur le terrain, on peut se retrouver plus proche de catégories classiques de l'aide publique au développement, où à travers des projets, des activités concrètes, on va chercher à avoir une amélioration des conditions de vie des populations, etc., etc., etc. Donc, aucune de ces catégories ne mérite véritablement le nom d'aide. Elles ressortent de logiques extraordinairement différentes. La réalité, c'est que nous avons aujourd'hui des politiques globales ou des politiques de voisinage de nature différente, qui ont des objectifs différents, qui ont des métriques de résultats et d'impact différentes, qui normalement devraient s'administrer de manière différente. Et un des enjeux extraordinairement difficiles pour les appareils d'aide, comme par exemple l'AFD, c'est d'arriver à faire cohabiter sous le même toit l'ensemble de ces instruments et l'ensemble de ces logiques, qui n'arrivent jamais à être complètement cohérentes et qui, à certains moments, sont même contradictoires ou peuvent être conflictuelles dans leur mode d'administration, de gestion et même dans leur nature des objectifs sur le terrain. C'est une immense difficulté, mais qui est difficilement évitable. La politique d'aide au développement, c'est, quand on la regarde déjà depuis le Nord, est la seule politique publique développée par un pays, par exemple la France, où les bénéficiaires ne sont pas les contribuables. Et toutes les autres politiques publiques en France s'adressent à des citoyens français ou des personnes accueillies ou des étrangers résidant sur la France qui payent des impôts locaux, des impôts nationaux, et pour une bonne partie d'entre eux ont un droit de vote, qu'ils exercent ou pas, et qui leur permet de contrôler ou d'avoir un mot à dire sur l'élaboration de la politique publique. L'aide au développement échappe à cette logique. Et c'est en soi non seulement une originalité, mais une faiblesse très grande, parce que la rétroaction du bénéficiaire sur le décideur est imparfaite, et les acteurs de l'aide, les gestionnaires de cette politique publique, les agences d'aide, mais même les ONG, sont partagés en une double redevabilité, une redevabilité aux bénéficiaires, une redevabilité aux payeurs, cette redevabilité étant souvent contradictoire et ne pouvant pas être réconciliée par le mécanisme de la consultation démocratique. Cette difficulté structurelle n'a pas de solution facile. N'a pas de solution facile parce que la co-définition de l'aide, qui normalement devrait être recherchée, est rendue extrêmement difficile dans la réalité par la divergence des capacités des institutions bénéficiaires et des institutions donatrices. Et du coup, à la position morale déjà, ou de force quasiment inéluctable qui résulte du fait d'avoir un payeur et un receveur, s'ajoute une dissymétrie de capacité. Dans un certain nombre de cas, cette dissymétrie est faible. Les grands pays bénéficiaires de l'aide, la Chine a été historiquement un receveur significatif d'aide, le Mexique, le Maroc, l'Indonésie et bien d'autres sont en mesure de dominer, de maîtriser leur stratégie nationale, de négocier avec les bailleurs en quoi
leur aide va s'insérer dans les stratégies nationales et ces pays sont également en mesure de contrôler l'exécution parce qu'ils disposent des appareils publics, d'une légitimité sociétale et aussi d'un rapport de force international qui leur permet de jouer la concurrence entre les bailleurs et d'être indépendants. Pour ces pays, l'aide est une fraction modeste de leurs ressources. Et ils sont donc dans une position stratégique où ils peuvent à un moment donné dire non. Pour les pays très pauvres, et en particulier sur le continent africain, la situation est extrêmement différente. Leurs appareils administratifs sont souvent faibles, la légitimité démocratique des appareils politiques est également sujette à caution, leur emprise même sur le territoire national est partielle, on le voit pour les pays sahéliens qui sont soumis aujourd'hui au problème du terrorisme, et en face de ces acteurs aux capacités et à l'emprise limitées sur leur territoire, on trouve des appareils d'aide nombreux. Il y a beaucoup de bailleurs bilatéraux, internationaux, eux-mêmes disposant d'appareils technocratiques puissants et qui est adossé à des États qui ont des visions géopolitiques puissantes, les pays bénéficiaires ayant pas la capacité concrète de dire non à ce qui leur est offert, ayant une position de négociation également faible. Ce qui changera peut-être sur le continent africain, d'ailleurs, pour le coup, avec la concurrence de plus en plus croissante des pays émergents qui viennent sur le continent africain. Donc on voit qu'on a, sur le continent africain et avec les pays les plus pauvres, un problème qui est spécifique, qui ne résume pas toute l'aide au développement, mais qui est particulièrement difficile à résoudre. On pourrait même se demander si ce problème a une solution structurelle. La solution structurelle serait d'arrêter l'aide dans un certain nombre de cas. Cette solution, elle n'est envisagée par personne, ni pour le bénéficiaire réellement, ni pour les pays donateurs qui ont, on l'évoquait à l'instant, des motivations géopolitiques ou géostratégiques ou de politique globale pour être présents dans le pays et ne souhaitent pas arrêter. Donc chacun se tenant par la barbichette dans une relation dont on n'imagine pas qu'elle doit cesser, doit gérer une relation fondamentalement dysfonctionnelle. Et perverse, d'une certaine manière, mais avec laquelle il faut vivre. Cette situation peut-elle être dépassée? C'est la grande question pour les administrateurs de l'aide. En tant qu'occidentaux, français, on est des militants de la démocratie. Ce que nous voyons dans le monde, c'est que s'agissant d'organiser la prospérité des peuples et s'agissant de négocier avec les tiers extérieurs leur concours à cette prospérité, ce n'est pas forcément les démocraties qui obtiennent les meilleurs résultats. La communauté internationale a célébré pendant les 20 dernières années le Rwanda comme un modèle de réussite du développement et de croissance et de réduction de la pauvreté. Le Rwanda n'a rien d'un pays démocratique et ouvert. Et bien entendu, on peut répéter la même chose sur la Chine et sur un certain nombre d'autres grands pays en développement dont la croissance économique a été considérable et qui ont transformé le sort de la population. Donc c'est pour ça qu'il faut plutôt parler, si on pense à la question de la capacité à apporter de la prospérité et à gérer les interactions avec l'extérieur, il faut plutôt parler de la capacité d'une société à s'organiser et à former un ensemble cohérent, homogène, sur longue période. Et un certain nombre de pays démocratiques y arrivent et d'autres pays démocratiques n'y arrivent pas. Il y a plusieurs pièges dans la posture, dans lesquels il faut essayer d'éviter de ne pas tomber. Il y a le piège du cynisme, il y a le piège de l'idéalisme, il y a le piège de la toute-puissance, l'aide va tout transformer, et il y a le piège de l'impuissance, on ne peut rien faire. Donc ces quatre postures définissent une sorte de carré des impossibilités, et il faut essayer de chercher un positionnement au centre de ces impossibilités ou de ces non-postures. À partir du moment où nous faisons face à des régimes dysfonctionnels, et dans la mesure où nous ne pouvons pas cesser la relation,
Une des rares choses que l'on peut faire, c'est effectivement s'engager dans l'appui à la reconstruction ou à la construction des capacités. Alors cette construction des capacités, c'est pas seulement celle des capacités techniques des administrations et des services publics, même si c'est très important d'avoir des sages-femmes bien formées dans les dispensaires ou des instituteurs bien formés dans les classes et en nombre suffisant. C'est aussi la façon dont l'administration et les gouvernements fonctionnent, c'est la façon dont les décisions sont prises dans le pays, c'est la façon dont les acteurs de la société civile ou du monde de l'entreprise sont eux-mêmes formés, c'est l'existence et la puissance des corps intermédiaires de tous ordres. Et je crois que tout en étant là aussi modeste, encore une fois, aucun acteur extérieur ne peut revendiquer le fait d'être un démiurge dans un pays tiers, mais tout en étant modeste, on peut tenter d'apporter des contributions sur tous ces plans et donner plus de chance aux acteurs intérieurs de développer plus vite leur capacité à s'emparer de leurs propres problèmes et à gérer les acteurs extérieurs. D'une certaine manière, il s'agit d'aider les autres à nous gérer nous-mêmes. Il n'y a pas de miracle qui peut être accompli sur ce terrain-là. Ce ne sont pas des mois ou même un petit nombre d'années qui peuvent changer les choses. On est fatalement sur des cours de longue durée. Mais en fait, les acteurs de l'aide ont rarement tendance à penser ce sujet comme un tout et à imaginer que la construction des capacités est en fait l'enjeu le plus important et la contribution la plus importante qu'ils peuvent faire. Les maisons d'aide ont tendance à apprécier leur impact au travers du nombre d'enfants qui sont soutenus pour aller à l'école, de l'indicateur de croissance économique, de l'allongement de la durée de vie à la naissance. Toutes ces choses ne sont pas contestables, mais pas forcément à travers cette métrique de la construction des capacités. Et lorsqu'ils parlent construction des capacités, en fait, ces acteurs de l'aide ont souvent tendance à voir leur contribution technique au fonctionnement des administrations sectorielles. Donc, il y aurait sans doute une révision de la façon dont on regarde les pays et notre performance qui serait heureuse si on reformulait nos propres objectifs et si on entrait dans ce type d'approche. Je crois que c'est pas faux, mais ce récit a déjà beaucoup de plomb dans l'aile. Ce que l'Europe en particulier a appris dans ces 20 ou 30 dernières années, c'est qu'elle ne pouvait pas être le démiurge du continent africain, pour ne parler que de cela, et c'est mis en évidence chaque jour par l'évolution du continent. Et ce récit ou cette tentation de se voir le fabricant du destin africain, elle va, chaque année qui passe, être rendue plus difficile par le rapport quantitatif entre l'Europe et le continent africain. Le PIB africain est passé de la taille de la Belgique en 2000 à la taille de la France en 2020. Vers 2050, il est vraisemblable que ce PIB s'approchera du PIB de l'Union européenne, en valeur absolue. Et nous serons passés d'un continent de moins d'1 milliard d'habitants au début du siècle à un continent de 2 milliards d'habitants en 2050. Pendant ce temps-là, la population européenne aura commencé à décliner. Nous serons moins nombreux en 2050 que nous sommes aujourd'hui. Il n'est tout simplement pas imaginable que nous soyons les fabricants en quoi que ce soit du destin africain. L'Afrique va devenir chaque année beaucoup plus trop grosse, beaucoup trop puissante, beaucoup trop diverse également, pour que nous puissions véritablement avoir ce genre de prétention. Donc ce sont 3 décennies devant nous, si on s'arrête en 2050, durant lesquelles il va falloir être de plus en plus spécifique sur ce que nous cherchons à obtenir, de plus en plus précis sur ce que sont nos enjeux et nos intérêts. Parce que nous avons le droit en tant qu'Européens de parler de nos intérêts. C'est peut-être d'ailleurs même le seul point de légitimité que nous ayons vis-à-vis de l'Afrique. Être clair sur nos intérêts, comprendre les intérêts de nos voisins et à partir de cela, trouver la manière de faire un pont entre les leurs et les nôtres. Au moins
C'est un discours clair. En fait, ça peut sembler du reste très simple, mais c'est extrêmement difficile d'aboutir à cette clarification. Le vague, les contradictions et les difficultés n'étant d'ailleurs pas uniquement de notre côté, mais étant également du côté africain. Donc dans cette transformation des rapports de force respectifs, dans un monde qui va être de plus en plus compétitif du point de vue géostratégique avec l'émergence chinoise, un jeu américain qui va être sûrement très complexe, des pays émergents de la Turquie aux puissances régionales africaines comme le Maroc ou l'Afrique du Sud. Donc dans ce monde de plus en plus compétitif, nous allons avoir à faire un travail constamment renouvelé, de rigueur accrue, de concentration de nos moyens sur ce qui est possible de faire, et également de réflexion en profondeur sur ce que veut dire le dialogue de société à société. Parce que contrairement aux Chinois, contrairement aux Américains, nous sommes des voisins et nous avons une relation de voisinage à élaborer qui ne pourra pas être que technique, qui ne pourra pas être que économique, qui sera forcément de nature civilisationnelle, compte tenu de la porosité que nous allons entretenir avec le continent africain, des échanges de population qui vont fatalement se faire. Donc cette tâche ne sera, encore une fois, ça sera un changement nécessaire de posture qui va nécessiter rigueur, humilité, mais ça ne veut pas dire défaut d'ambition. Oui, ce concept des biens publics mondiaux, il continue à opérer. Et il continue à être positif, et de ce fait, je crois que ça a été vraiment, pour l'AFD, un changement très heureux que d'arriver à construire ces concepts qui ont émergé à la fin des années 90 et dont elle a été parmi les premiers sur la planète à être un opérateur et qu'elle a permis de mettre en œuvre. Donc ce concept, il est très utile parce qu'il parle d'objectifs concrets. Il parle de droits et devoirs réciproques, de responsabilités partagées, et il permet de se mettre en ligne en se projetant vers quelque chose qui est constructif. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a beaucoup de nuances à apporter. La première d'entre elles, c'est que le sujet des biens publics communs, ou globaux, ou des communs, ne résume pas toutes les politiques publics internationaux et transferts internationaux. La question du voisinage qu'on a évoqué est un sujet qui n'est pas absorbé par la problématique des biens publics globaux, même s'il y a des correspondances. Mais en tant que voisins, nous avons des sujets de conflits ou de convergence qui supposent des transferts d'argent, et les politiques liées aux populations et à la démographie sont un bon exemple de ça. Et ce n'est pas une catégorie des biens publics globaux. Donc il va continuer à y avoir toute une série de sujets qui vont être extrêmement importants. Les biens publics globaux aussi ont du mal à prendre en compte les sujets de droit et les sujets liés à l'humanitaire proprement dit. Nous allons demeurer dans une situation où, au fond, quels que soient nos intérêts matériels, nous pouvons continuer à considérer qu'il est un devoir de transférer des fonds et de soutenir des populations qui sont parmi les perdants de la globalisation. Et c'est plutôt des sujets, si on cherchait des rationalités économiques à cela, on irait plutôt les chercher dans la théorie des défaillances de marché et dans les fondamentaux du fonctionnement du système libéral que dans la théorie des biens publics globaux. Donc il y a d'autres fondements conceptuels, si on veut faire de la philosophie, et il y a d'autres racines éthiques, et qui n'exigent pas forcément une approche de retour. De la même manière que, certes, dans une collectivité nationale, on estime qu'il faut aller financer le niveau de vie de la Creuse, avec des transferts depuis l'Île-de-France, et qu'on n'attend pas que ça soit dans l'intérêt de l'Île-de-France de soutenir la Creuse. On continuera donc à l'échelle globale, il n'est pas illégitime d'avoir ce type d'approche. Les biens publics globaux sont un concept extrêmement opérant, ils n'épuisent pas
toute la rationalité. Et puis, une fois qu'on a évoqué ces concepts ou identifié ces biens publics globaux, on doit faire appel à d'autres catégories intellectuelles et d'autres réflexions sur savoir comment on les délivre, ces biens publics globaux, comment on les opère concrètement, à quoi doivent obéir les transferts financiers ou de capacité, et donc décréter l'existence d'un bien public global ne permet pas de faire tout le chemin quant à sa préservation et quant à l'identification des bonnes façons de le gérer. Les agendas des OMD, des ODD ont joué finalement un rôle idéologique très, très étonnant par leur force, par leur puissance. Ils sont devenus un élément de langage international. Un nombre hallucinant d'acteurs s'y réfèrent. D'ailleurs, pour simplement justifier et décrire l'existant, pas forcément pour aller dans une direction nouvelle et porteuse. Donc, de ce fait, ça a été quelque chose d'utile. Est-ce que nous allons changer de paradigme à un certain moment? Peut-être, parce qu'il y a au fond une des conséquences implicite de l'érection des ODD en un modèle de référence général qui n'a jamais été véritablement tiré et qui consiste, au fond, à faire une promesse implicite aux pays les plus pauvres qu'ils seraient financés dès lors que leur vision stratégique s'inscrirait dans la perspective des ODD. C'est une promesse qui n'a jamais été formulée exactement en tant que telle, mais elle existe de manière rampante à travers tout le système. Prenons le cas de l'éducation. Les objectifs du millénaire, puis les ODD, évoquent un objectif de scolarisation universelle. Cet objectif de scolarisation universelle, dans les pays les plus pauvres, il est inatteignable sans aide extérieure, parce que la croissance démographique des pays est telle qu'il faudrait des croissances économiques par tête d'habitant aujourd'hui inatteignables, très loin des performances des pays les plus pauvres pour que ces objectifs soient atteints par les propres ressources des pays. Donc il y a un moment donné où si l'on érige un objectif commun de l'humanité qui doit être mis en place et atteint dans chaque pays, on crée une attente légitime de la part d'un pays pauvre qui a la bonne politique, qui met en place les bons instruments, les bons moyens pour atteindre l'objectif, mais qui à un moment donné manque des 10 sous pour faire un franc. En pratique, la communauté internationale n'a pas été à la hauteur de cette attente. Les montants qu'il aurait fallu consacrer à l'aide publique au développement, en particulier dans les pays les plus pauvres, et en Afrique au sud du Sahara, auraient dû être bien plus importantes que ce qu'ils l'ont été pour pouvoir concrétiser cette attente. Du reste, peut-être que ce n'est même pas souhaitable, parce que les capacités de gestion des pays, la difficulté à absorber l'aide étrangère, les effets pas seulement de saturation, mais pervers de toute nature liés à des flux d'aide importants, y compris dans un secteur, sont peut-être pas souhaitables. Et peut-être qu'il faut admettre à ce moment-là que des pays aussi humainement violents ça puisse être, ne mettront pas 30 ans, mais 50 ans pour atteindre ces objectifs. Donc, mais si on admet ça, d'une certaine manière, on renonce à l'objectif, à l'idée, au concept d'objectif commun pour l'humanité. Donc je ne sais pas à ce jour, mais il est possible qu'à un moment donné, l'effet de déception lié à l'atteinte des objectifs, à l'alignement des moyens financiers sur les objectifs, etc., finissent par user le concept. Et que ces contradictions-là surgissent avec trop de force pour qu'on continue à porter des atteintes qui seront irréelles et encore une fois, qui sont génératrices d'attentes et de systèmes d'appui qui ne seront pas présents, qui ne se réaliseront pas. Je ne sais pas, mais je crois que ce qui a été, ce à quoi il ne faudrait pas renoncer,
C'est cette ambition qui est arrivée finalement presque par un hasard au détour du passage au XXIe siècle, et qui est cette idée d'objectif commun. On vit dans un monde incroyablement fragmenté, les divisions idéologiques, sociales, culturelles, de revenus à travers la planète n'ont cessé de s'accroître. Après la chute du mur de Berlin et le moment d'illusion que nous avons vécu, nous sommes revenus bien plus que nous le pensions à un monde de compétition géopolitique qui est extrêmement dangereux. Donc au fond, qu'est-ce qui nous unit? Qu'est-ce qui nous unit? Sans doute pas grand-chose. Et du coup, la référence à un système d'objectifs communs est une manière parmi d'autres d'essayer d'identifier des choses qui nous rassemblent et pour lesquelles on peut travailler d'un commun accord. Ça ne sera donc peut-être pas les ODD ou les OMD, quelque chose d'autre, mais cette idée même d'objectifs communs, il faut la préserver. Et s'il m'arrive d'y rêver, je pense en particulier qu'il faudrait que ces objectifs soient peut-être moins nombreux, plus essentiels, plus clairs et peut-être plus réalisables que ce que nous avons inventé. Alors, je ne me suis pas consacré au secteur privé en quittant l'AFD, mais à soutenir l'émergence des entrepreneurs africains. Et il y a une différence entre les deux. Cette différence et cet agenda, il m'est apparu progressivement, et en particulier dans mes dernières années à l'AFD, pour des raisons qui, au fond, étaient d'abord extrêmement théoriques. La première d'entre elles, c'était la compréhension que j'avais de la manière dont on pourrait accélérer la croissance économique en Afrique, dans un continent qui a besoin d'augmenter ses taux d'investissement et où les apports publics à l'investissement rencontrent des limites structurelles liées aux capacités d'endettement des États comme à celles des finances publiques. Et donc, le seul autre compartiment de l'investissement qu'on peut faire croître, c'est celui du secteur privé, qui peut lui-même amener des flux extérieurs au travers des investissements directs étrangers, des flux de capitaux, etc. Donc c'est une approche qu'on pourrait qualifier de macroéconomique, et mon intérêt sur ce sujet a été généré par la prise de conscience que nous avions consacré en fait peu d'énergie et peu de temps au cours des décennies à cet agenda-là. Cette préoccupation, elle a été accrue par le constat qu'en tant qu'agence d'aide, et c'était le cas de l'AFD et de Proparco comme de toutes les autres, nous n'avions pas les instruments pour atteindre le cœur du cœur qui étaient ces entrepreneurs africains. En fait, nous n'avons pas de prise sur la dynamique de l'investissement direct étranger des grands acteurs financiers, et nous n'en avons pas sur les grandes entreprises privées. Elles sont mues par des considérations stratégiques qui sont hors d'atteinte des agences d'aide, et elles trouvent des ressources financières d'une manière totalement indépendante des nôtres. Donc on peut faire des alliances avec ces grands acteurs privés, mais nous n'avons pas d'influence fondamentale sur leur cours. Les alliances sont très importantes, et construire sur leur propre stratégie est quelque chose qui peut être très utile dans l'agenda du développement et à exploiter pour une agence comme l'AFD. Donc il faut ce partenariat. Mais nous ne sommes pas, et nous ne serons jamais, les moteurs, des acteurs fondamentaux déterminant la trajectoire des multinationales, par exemple. Et par ailleurs, l'essentiel de la croissance du secteur privé africain, le secteur du privé, va venir du continent africain et des entreprises africaines. Or, ces entreprises, elles sont petites. Il y a très peu de grandes entreprises en Afrique. Ces entreprises étant d'ailleurs, pour beaucoup, issues des privatisations, des anciens monopoles publics qui ont été démantelés pendant la période d'ajustement structurel. Elles existent aussi dans le secteur des mines, du pétrole, des univers très particuliers, voire de la banque, dans un univers très, très particulier. Donc, s'intéresser, quand on élimine les sujets
à la dynamique du secteur privé africain. Pour une agence d'aide, ça veut dire concrètement, au bout du bout, s'intéresser à la dynamique entrepreneuriale africaine. Mais les agences comme l'AFD ont beaucoup de mal à traiter ce sujet. Ces agences d'aide ont été les acteurs de l'émergence de ce qui s'appelle maintenant les DFIs, les institutions publiques de financement du secteur privé. Et ces institutions, elles ont été créées fondamentalement pour démontrer qu'il était possible d'atteindre des résultats financiers et d'investir en Afrique. Donc elles recherchent des rendements financiers qui sont équivalents à ceux des acteurs privés, même si elles les atteignent rarement en pratique. Elles ne sont pas faites, elles n'ont pas été créées, ces institutions, ni la Proparco historiquement, ni la DEG, ni la CDC, ni la BEI, et encore moins la SFI, pour financer ces acteurs émergents. Et non seulement elles n'ont pas été créées pour cela, mais en fait elles n'en ont pas les capacités opérationnelles. Les coûts de ces institutions, de nos institutions publiques, sont trop élevés. Leur culture n'est pas non plus adaptée au travail en dentelle qui est nécessaire pour être réalisé. Et pour faire ce travail, il faut essentiellement, si on parle du continent africain, des acteurs africains en Afrique et en nombre. Et ce n'est pas une politique RH, une possibilité qui est ouverte aux agences d'aide en pratique. Donc je me suis convaincu de tout ça dans ces dernières années, et c'est la raison pour laquelle j'ai saisi l'occasion qui m'était offerte quelques mois après mon départ à l'AFD, de prendre en charge IEP et de construire ce que nous sommes devenus. Oui, bien sûr, cet agenda de l'entrepreneuriat africain, il n'a fait que grandir. En fait, il y a eu deux grands changements au cours de la douzaine d'années qui s'est écoulée depuis lors. Le premier d'entre eux, c'est l'émergence et la structuration du concept d'investissement d'impact. Cette idée qu'il est possible d'atteindre des objectifs d'intérêt général en finançant des acteurs privés avec des attentes de rendement qui peuvent être diversifiées, mais ne sont pas forcément, et en général d'ailleurs ne sont pas, des niveaux que vont atteindre des investisseurs en capitaux classiques, dans les marchés spécifiques où on opère. Et la deuxième idée qui a prospéré, c'est cette idée que dans l'univers général de ces tests d'impact, qui ne s'intéresse pas que à l'entrepreneuriat, mais qui s'intéresse à l'éducation, à la santé, à l'environnement, etc., la question de l'entrepreneuriat était un élément cœur de l'agenda du développement. Et ce raisonnement macroéconomique et social, qui était en fond marginal dans les années 2010, est devenu un agenda croissant qui occupe une place de plus en plus importante dans la réflexion des bailleurs. Il se traduit hélas d'ailleurs par des flux financiers plus modestes que ceux dont je rêverais, mais ils ont été très fortement en croissance. Il y a 10 ans, personne n'aurait imaginé, par exemple, la création du PSW de l'AIDA, du Private Sector Window de l'AID, qui a été un élément transformationnel dans ce régime. Donc de ce côté-là, oui, je pense que ça a été une réussite, puisque j'ai pu, avec d'autres, contribuer à faire émerger deux catégories de politiques publiques, je crois, incroyablement pertinentes, nécessaires pour l'agenda du développement aujourd'hui. Il va y avoir 420 millions de jeunes Africains qui vont arriver sur le marché du travail d'ici à 2050, de plus de 15 ans. La croissance économique telle qu'elle est partie aujourd'hui, elle ne va pas créer plus de 200 millions d'emplois sans doute. Donc nous avons déjà un déficit de 250 millions d'emplois sur 30 ans. C'est juste hallucinant. Et le caractère explosif en termes humains, politiques, sociaux de ces déficits, il est hallucinant. Personne même ne peut se figurer à quel point c'est un élément de détonation et une bombe extraordinaire pour le continent africain comme pour tous ceux qui l'entourent, et donc pour ses voisins immédiats comme nous. Et si on réfléchit 2 minutes à la façon dont on va se donner une chance, même pas de combler
ce déficit, mais de le réduire un petit peu, ça ne va être que par l'essor massif de ces entreprises, ces entrepreneurs africains qui vont créer ces emplois. C'est pas le service public qui va créer ces emplois. C'est pas les bailleurs de fonds qui, dans leurs bureaux locaux, vont embaucher ces jeunes. Donc, il faut absolument que cette dynamique entrepreneuriale émerge. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ces entrepreneurs, ils existent. On n'a pas à créer la dynamique entrepreneuriale africaine, ça serait impossible. Donc ça, c'est de la dimension d'humilité qu'on doit avoir. Mais ce qu'on peut faire, c'est aider ces Africains à sortir de leur garage plus vite. Et une fois sortis de leur garage et leur boîte créée, faire que cette boîte, elle croisse plus vite et qu'il y ait moins de faillites. Moins de taux de casse dans la trajectoire qui va depuis, dans la traversée de la vallée de la mort de toutes les startups et de toutes les PME. Donc cette ambition-là, et ça nous permet peut-être de reboucler avec le caractère précis, humble, limité d'objectifs qu'on peut se fixer. Donc cet objectif-là, il est tenable. On peut faire quelque chose là-dessus. Et avec des moyens qui sont à la portée de ceux du continent africain, du continent européen, des aides au développement. On ne parle pas d'investir des centaines de milliards d'euros qui seraient hors de portée. Et c'est pour cela que pour moi, il s'agit d'une des choses importantes que nous pouvons essayer de faire et qui pourrait transformer le paysage. Alors il y a beaucoup plus de regrets que de motifs de fierté parce que je crois que l'histoire d'une carrière dans le développement, c'est, quand on la regarde avec lucidité, c'est celle de beaucoup de choses tentées et qui n'ont pas marché. C'est le cas de beaucoup de regrets sur ce qu'on aurait pu faire mieux. Et c'est alimenté en particulier, pour moi, par le fait que ce Sahel que j'ai tant fréquenté et tant sillonné, dans lequel j'ai campé, dans lequel j'ai marché, d'une manière libre et dans une ambiance où il était si facile de communiquer et d'échanger, est devenu une terre interdite. Et du coup, si je parle de regrets les plus cuisants, ils sont pour moi liés à ce que nous n'avons pas su faire et pas pu faire avec le Sahel et au Sahel. Et à l'intérieur de ces regrets, il y en a un qui est très précis, puisque la règle du jeu, c'est d'évoquer des choses précises. C'est mon incapacité à convaincre les gouvernements français successifs du caractère prioritaire de l'agenda de l'éducation au Sahel dans les années où j'ai été à l'AFD. C'était des années où nous avions des ressources budgétaires très modestes consacrées aux subventions, qui étaient éparpillées dans de nombreuses directions. Pour moi, arriver à soutenir les systèmes éducatifs sahéliens et gagner la bataille de la présence dans les provinces, dans les zones rurales, contre, et j'assume le fait de le formuler comme ça, contre les formes éducatives alternatives qui étaient poussées par l'Arabie Saoudite, le Qatar et les autres. Et donc cette ambition, pour moi, c'était quelque chose de prioritaire. Et bien tout simplement, il n'était possible de convaincre aucun gouvernement. Et pendant la petite décennie où je suis resté à l'AFD, ce sujet de l'éducation restait finalement un agenda marginal. Et nous n'avions pas les moyens d'intervenir dans les pays sahéliens qui ne pouvaient pas s'endetter dans ce secteur. Il aurait fallu... en fait, le regret est double. Il est que de n'avoir pas pu convaincre le gouvernement français de consacrer plus de ressources à l'agenda don, subvention, et à l'intérieur de cet agenda don, de n'avoir pas réussi à focaliser les choses sur ce qui était le sujet critique. Alors heureusement, il y a aussi d'autres sujets de satisfaction. Certains sont liés au fond, d'autres à des considérations plus institutionnelles. Et puisque nous sommes dans le cadre de l'AFD, je dirais que du coup, pour moi, peut-être dans cet agenda institutionnel, la plus grande satisfaction,
aura été pour le coup d'avoir réussi à changer le cours stratégique de l'agence au début des années 2000. Au début des années 2000, l'agence était, du fait des évolutions macroéconomiques du continent africain, une institution bancaire qui faisait des prêts concessionnels souverains à des pays qui étaient quasiment tous en faillite. Donc nous-mêmes, nous étions en faillite. Nous avions un petit budget de subvention qui nous était alloué par l'État, qui était très précaire, on vient de l'évoquer. Et donc, au fond, au début des années 2000, il fallait refonder de A à Z une stratégie qui utilise, au meilleur sens du terme, ce que l'AFD avait d'extraordinaire. À l'époque, c'était deux choses, un personnel de première qualité et des fonds propres. Donc, utiliser ces deux choses qu'avait l'AFD au bénéfice d'une vision de politique publique. Et c'est à ce moment-là qu'on a inventé des agendas qui ont prospéré considérablement, celui des biens publics globaux, qui a non seulement refondé une légitimité d'intervention en Afrique, mais nous a donné aussi le discours, le narratif, pour aller en Chine, en Amérique latine, dans le reste de l'Asie, au Moyen-Orient, pour contribuer à un agenda qui était la prolongation des intérêts de la France dans la globalisation. Et la deuxième chose que nous avons inventée à cette époque-là, c'est cette théorie et cette façon d'approcher, d'utiliser le secteur privé au bénéfice de l'intérêt général. Et ça, c'était un agenda indispensable en Afrique, puisque nous ne pouvions pas prêter en Afrique aux États. Donc si nous voulions continuer à opérer, et si nous voulions continuer à apporter une contribution au-delà de l'instrument subvention dont nous avions une petite disposition, donc si nous voulions faire ça, il fallait pouvoir utiliser notre bilan pour soutenir des acteurs pour le développement. Donc nous avions une très petite expérience de l'agenda non souverain, mais elle existait, elle était marginale. Elle s'était concrétisée par le soutien à quelques entreprises publiques, mais encore une fois, c'est une fraction de ce qu'on a fait. Et on a appris, on a construit sur cette expérience historique pour développer cet agenda non souverain. Donc, il y a eu un compartiment entreprise publique, un compartiment entreprise privée, et qui a, encore une fois, construit la dynamique sur laquelle l'établissement a prospéré. Ensuite, bien entendu, le budget subvention s'est remis à croître grâce au président Macron et a donné une nouvelle dimension au rôle d'agence de l'AFD. Mais pendant une grosse décennie, même presque une vingtaine d'années, l'agence a dû se débrouiller d'abord avec les ressources de son bilan et inventer ce métier de développeur, ou réinventer ce métier de développeur par des instruments financiers non conventionnels pour des agences d'aide. On sait que cet agenda a été très critiqué par ailleurs, hein, et rencontre des limites. Et Dieu merci, l'agenda don a commencé à croître. Et voilà, donc cette transformation-là, pour moi, reste bien sûr une étape très importante. Et je suis heureux de voir que, bien après mon départ, l'agence a su faire prospérer cette vision, conquérir les nouveaux terrains, l'approfondir, l'enrichir et poursuivre la course magnifique qui a été la sienne. Non, je crois que c'est un mot que je trouve de plus en plus compliqué à utiliser parce que, en tout cas, il n'est pas forcément inapproprié lorsqu'on va parler de la politique d'un pays. Il y a une politique de développement du Burkina Faso, comme il y a une politique de développement de la France ou des États-Unis, qui est une vision par un pays de la façon dont il peut non seulement construire la croissance, enfin améliorer la croissance économique, mais aussi construire ses institutions, ses capacités humaines, etc. Donc c'est un concept global de progrès. Ce qui est plus compliqué, c'est de l'appliquer à la scène internationale et à la politique d'aide au développement, dans la mesure où, on l'a vu dans cette discussion, les objets, les raisons pour lesquelles
Il y a des politiques globales aujourd'hui, sont très diverses, et finalement ont peu de choses à voir avec l'appui à la croissance économique ou sociale d'un pays spécifique. On recherche des choses qui sont à la fois plus spécifiques et plus génériques que cela. Donc dans ce contexte-là, c'est compliqué. Et c'est pour ça que c'est peut-être une catégorie qui devra trouver les moyens de sa disparition. Mais les mots ont leur résilience très, très, très grande et je ne suis pas sûr que ça arrive si rapidement. Sénèque m'a accompagné tout au long de ma vie parce qu'il parle au fond de la posture morale, comme beaucoup de philosophes de l'Antiquité, que l'on peut adopter par rapport au haut et au bas de l'existence. Et il nous incite à réfléchir à notre contribution, à ses limites comme à sa nécessité, et à faire front face aux problèmes et aux avanies. C'est un auteur de la résilience, Sénèque. Même s'il a sa propre fin de vie et celle d'un abandon, d'une certaine manière, sur commande. Il n'y a pas de lecture plus intense que j'ai faite au fil des jours que celle de l'Évangile. C'est une lecture qu'on peut faire indépendamment de la foi qu'on peut avoir dans la divinité du Christ, mais ce qui reste d'une incroyable richesse et parfois même violence, c'est l'interpellation que nous fait la vie de cette personne il y a 2000 ans, relatée par 4 personnes différentes, qui ont d'ailleurs des visions différentes de cette vie, et parfois légèrement contradictoires. C'est en particulier dans les raisons de vivre et dans la relation à l'autre, le rôle de l'amour et de la bienveillance, que se trouve le message le plus saisissant d'un texte incomparable et unique.